cette première vidéo. Tout d'abord, une petite citation de Félouzi qui dit que tout se passe comme si le métier demandait d'abord des qualités relationnelles et affectives bien plus qu'intellectuelles. Or, dans le cadre de l'enseignement et de la formation, qu'elle soit initiale ou continue, on passe un petit peu sous silence toutes ces qualités relationnelles et affectives pour aborder que les aspects plus techniques, cognitifs de la préparation à notre enseignement. Donc là, c'était aussi pour habiliter la place du corps, la place de l'enseignant dans ses interactions et dans ses relations à ses élèves. Cette intervention professionnelle a pour objectif de questionner la place et l'importance que les enseignants d'EPS donnent à leurs interactions verbales et non verbales en classe. Quelle est la place du langage corporel, du corps qui s'exprime dans la classe? Quelles fonctions peuvent occuper ces interactions, qu'elles soient verbales et non verbales? Václavic et Hall, de l'école de Palo Alto, disait qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Tout comportement, et même l'absence de comportement, a valeur de message. Cela signifie que chez vous, lorsque vous êtes en classe, vous avez, indépendamment de votre attitude, vous communiquez, vous envoyez des messages à vos élèves. De la même façon, le corps de vos élèves vous envoie tout un tas de messages tout au long de la leçon qu'il est important d'apprendre à identifier et qu'il ne s'agit de ne pas négliger. Donc souvent, les communications non verbales sont subies et rarement l'objet d'une attention consciente et d'une réflexion anticipée. Et pourtant, à travers ma démonstration, mon intervention, je vais essayer de vous montrer qu'elles sont porteuses de réels enjeux relationnels, à la fois pour favoriser l'engagement des élèves, pour créer les conditions d'un climat de classe positif, favorable aux apprentissages, qu'elles ont également des enjeux techniques, bien entendu liés aux apprentissages moteurs par rapport aux apprentissages corporels, et des enjeux également organisationnels, de gestion de la classe, gestion de l'organisation, et ergonomiques pour l'enseignant, pour qu'il apprenne à se préserver. Donc tout au long de mon intervention, j'essaierai de vous montrer comment ces interactions non verbales peuvent devenir des outils relationnels et didactiques au service d'un climat de classe favorable aux apprentissages, en mettant l'accent sur les effets sur la gestion de la classe, sur les apprentissages, la relation pédagogique et au niveau ergonomique. Je m'appuierai également sur les fonctions mises en avant dans le cadre de mon travail d'auto-oral, où j'ai identifié que les interactions non verbales pouvaient avoir des fonctions techniques sur lesquelles je reviendrai, relationnelles et communicationnelles. Les communications non verbales ont des effets relationnels sur l'assurance, l'individualisation, le bien-être, la satisfaction, la confiance, la motivation, l'investissement. Donc j'essaierai de mettre en évidence et de montrer comment et pourquoi. Et autour des apprentissages, ce sont toutes les questions autour des critères de réalisation, des apprentissages moteurs, de l'amélioration concrète de ce que les élèves peuvent acquérir, ainsi que forcément, également, si on est dans des objectifs ergonomiques, la préservation de soi dans la connaissance de son corps et de sa voix, dans son organisation. Notre cadre théorique s'appuiera sur l'approche psychosociologique, où nous mettons en évidence qu'il s'agit qui définit la communication comme l'ensemble des processus par lesquels s'effectuent les échanges d'informations et de signification entre des personnes dans une situation sociale donnée. En m'appuyant sur Abric, la communication devient alors un acte social, une interaction. Au sens de Cosnier, la communication est multicanale. Il parle donc de la multicanalité de la communication humaine. Et nous reviendrons sur ces éléments juste après. Pour Cosnier, du coup, quand il parle de la multicanalité de la communication humaine, il fait dire que des canaux autres que verbaux sont fonctionnels, ce qui fait que cette communication est plurimodale. En effet, selon ce même auteur, le langage naturel est composé de 3 sous-systèmes majeurs, le verbal, que nous voyons ici apparaître, le vocal et le gestuel. Cosnier parle des 3 V. Langage parlé et communication non verbale fonctionnent en concomitance, les communications non verbales n'étant pas subordonnées au discours.
Nous avons donc ici le canal verbo-acoustique avec la verbalité et la vocalité, appelé également paralinguistique, ainsi que le canal visuel qui est polysystémique, c'est-à-dire multisignal, multimessage, mais nous reviendrons dessus juste après. Donc ce canal visuel, il est multimessage, c'est-à-dire qu'il donne des informations multiples, non seulement sur les propos qui sont véhiculés, mais également sur l'humeur, le caractère, l'intelligence, l'âge, le sexe, l'ethnie, la culture ou encore le milieu social. Il est également multisignal, c'est-à-dire que différents signaux issus des individus en interaction peuvent donner lieu à interprétation. À la fois, par exemple, sur ce qu'on appelle la cinétique lente, c'est-à-dire les postures, les faciès, les rides, ou également la cinétique rapide à travers toute la mimogestualité, la manière d'utiliser son corps pour communiquer. Ainsi, si je vous montre par exemple différentes photos, rien que par rapport à vos croyances et vos connaissances, vous allez interpréter ces photos et attribuer aux individus que vous allez voir tout un tas de caractéristiques et de caractères par rapport à leur aspect extérieur. Je me passe donc de commentaires les quelques secondes où vont défiler les photos. Nous voyons ici que l'aspect extérieur, c'est-à-dire son apparence, ses vêtements et accessoires, ça reflète la personnalité des individus, ou au moins celle qu'ils souhaitent communiquer, leur attitude générale, l'image qu'ils donnent à voir. Attention, nos impressions sont forgées. Et l'image que donnent à voir les individus, ça exprime des émotions et des sentiments. Il faut faire attention également parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet de halo, c'est qu'une qualité positive induit la croyance que la personne possède de nombreuses autres qualités. Drucker disait que « The most important thing in communication is hearing what isn't said », que le plus important dans la communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. D'où l'importance d'apprendre à être attentif au langage corporel, à ce que donnent à voir les élèves, pour entendre également tout ce qu'ils ne disent pas explicitement. Donc, par rapport au lien entre le verbal et le non-verbal, chaque élément peut modifier la signification de l'énoncé. Les canaux peuvent alors être complémentaires, hiérarchisés, l'un confirmant l'autre ou contradictoires. Mais nous ne répondons toujours pas à « c'est quoi les communications non-verbales ?» Alors ça désigne tout mode de communication n'ayant aucun recours au verbe, consciemment ou non. Il s'agit des silences, des gestes, des postures, de nos expressions faciales, du ton de la voix, du rythme de l'élocution, de nos vêtements, des regards, des sourires, de nos tensions du corps, des mouvements qui complètent le message verbal. M'appuyant sur une classification qui comporte l'aspect extérieur, le comportement spatial, cinétique, le visage, les signes vocaux, je vais essayer de revenir sur chacun de ces éléments pour approfondir ce qu'est et ce que sont plutôt les communications non verbales. Donc je ne reviendrai pas sur l'aspect extérieur qui a été démontré précédemment, expliqué précédemment. Nous allons donc directement essayer de voir un petit peu ce qu'inclut dans la classification des communications non verbales tout ce qui porte sur le comportement spatial, la distance interpersonnelle, les contacts corporels, les orientations dans l'espace ou les odeurs selon cette classification. Hall parle de proxémie et il détermine 4 distances interpersonnelles différentes. La distance intime, qui est celle plutôt qu'on utilise dans les relations plutôt amoureuses ou lorsqu'on est en famille, mais qu'on est amené en EPS à utiliser lorsqu'on vient aider plus spécifiquement nos élèves, lorsqu'on vient les parer. Il y a la distance personnelle, qui est celle également quand on interagit, la distance sociale que peut prendre par exemple un enseignant lorsqu'il communique à l'ensemble de son groupe lors des temps de présentation, des leçons, des bilans, ou la distance publique qui est plutôt celle que aurait un orateur ou un enseignant lorsqu'il donne un cours à des étudiants. Concernant le comportement cinétique, il s'agit des mouvements du tronc, des jambes, des gestes des mains, des mouvements de la tête. Dans ce comportement cinétique, il y a ce que nous appelons les emblèmes,
qui permettent d'assurer une communication sans l'usage de la parole. Souvent, ces emblèmes, renforcer ou compléter cette parole, ces propos verbaux, voire même la contredire. Ce sont des symboles qui sont universels, globalement, même s'il y a des aspects culturels, et que tous les élèves sont en mesure de comprendre. Lorsque je fais, par exemple, le pouce levé, souvent c'est une signification qui est claire. Lorsque j'indique avec mon doigt de venir me voir, c'est clair. Après, il y en a certaines que nous comprenons, puisque elles sont utilisées dans la vie quotidienne en disant « mais t'es pas fou ». Il y a enfin tout ce qui concerne le visage, les regards, les contacts visuels et les expressions du visage. 6 émotions semblent être universelles. En effet, nous avons conscience, si je vous demande de regarder ces visages, 6 émotions sont considérées comme universelles et la 7e est rajoutée par certains auteurs. Nous avons ainsi la tristesse, la joie, le bonheur, la peur, la colère, la surprise, le dégoût et le mépris. Le sexe, l'âge et le statut social induisent un contrôle social de ces émotions. Les mimiques expressives deviennent conventionnelles. Elles se détachent de l'émotion réellement vécue. Ça signifie que je suis en mesure de montrer que je suis très en colère. Mon visage peut refléter cette colère. À l'inverse, je peux montrer un excès de joie, puisque je sais utiliser les expressions faciales relatives aux émotions pour montrer cette émotion, même s'il y a un détachement de l'émotion réellement vécue. Par contre, certaines manifestations émotionnelles ne sont ni contrôlées ni contrôlables. Le canal non-verbal laisse filtrer des informations qui sont authentiques. D'où l'importance d'apprendre à prendre conscience de ce que notre corps signifie, de nos expressions faciales pour pouvoir, un tant soit peu, les contrôler, au moins un minima. Avec le masque se posent des problématiques car les élèves ont des difficultés à percevoir nos expressions faciales. Là, ils n'ont que des indices qui sont liés au regard, mais dans la complexité, dans la globalité de la leçon, c'est difficile pour eux d'interpréter fortement ces émotions. Ici, on voit qu'il y a la joie, par exemple, la colère ou la surprise. On peut le voir et lire les indicateurs par rapport aux yeux, mais c'est quelque chose qui devient difficile. Il devient donc nécessaire d'exploiter encore plus ses gestuels et son corps, c'est-à-dire son langage corporel, ainsi que sa voix, pour communiquer de manière efficace avec ses élèves. Enfin, la dernière diapositive qui concerne la présentation de ce que sont les communications non verbales. Il y a donc les signes vocaux, les signes qui concernent la manière de dire, qui influencent davantage le sens que le contenu même du message. Dans ces signes vocaux, il y a en effet tout ce qui concerne le débit. Est-ce que je parle très lentement? Est-ce que je parle très lentement? Est-ce que je parle très vite? Il y a le volume, est-ce que je parle très très fort? Ou au contraire, est-ce que je parle tout lentement, tout bas dans mon volume? Est-ce que j'ai une voix qui est complètement monotone et je parle comme un peu un robot? Ou est-ce que j'arrive à moduler ma voix? Est-ce que j'articule ou est-ce que mes lèvres n'articulent pas du tout? Et donc cela entraîne une qualité d'élocution qui est importante pour influencer la manière de dire. Or, il est difficile de contrôler tout ce qui est de l'ordre de la paralinguistique. En plus, il a été montré par contre que les modalités d'utilisation de la voix variaient en fonction de l'expertise de l'enseignant. Si je dis à mes élèves « je suis très fière de vous », on voit bien que ma voix ne reflète pas du tout ce que je suis en train de dire dans mes propos. Ou à l'inverse, si avec humour et joie, je dis à un élève, même si je ne m'amuserai pas à dire forcément comme ça, mais tu es vraiment trop nul, tu es vraiment trop nul, je te déteste. On voit bien que dans la manière de communiquer, il y a une dissonance entre les propos, la manière de dire, et c'est souvent la manière de dire qui va influencer le sens plus que le contenu même du message. Notre personnalité est également
révélée à travers notre débit, nos rythmes et nos pauses. Et cette voix, ces signes vocaux vont influencer la perception par autrui de nos compétences. Cette voix, elle varie fortement dans son utilisation en fonction de l'expertise de l'enseignant. C'est important de prendre conscience en tant qu'enseignant de sa voix, parce que 30% des enseignants consultent un orthophoniste, donc c'est important d'apprendre à développer une voix professionnelle.